et vous écrivez le moment où on décrète l'existence de la race. C'est à ce moment-là qu'il y a une radicalité de l'altérité. C'est-à-dire, sexe et race, écrivez-vous, c'est deux fois la même question. Pardon de dire des choses, mais vous rentrerez chez vous ce soir et vous allez prendre des dictionnaires. Il y a beaucoup de langues, des langues proches, l'allemand, le grec ancien, d'autres langues sûrement aussi, où le mot sexe et le mot race, c'est un seul et même mot, c'est un seul et même vocable. Geschlecht en allemand, Genos en grec, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi à réfléchir à ce propos. Alors, j'avais dit qu'on passerait à la question de la radicalité et d'une radicalité très contemporaine. Dans l'introduction à ce livre, qui est donc paru aujourd'hui et qui s'appelle « État de la radicalisation », franchement, ça vaut 25 €, mais moi hier je ne l'avais pas reçu, donc je l'ai acheté, ça vaut le coup. En fait, il est imprécis, il n'est pas encore paru. Il est venu ici pour vous aujourd'hui, il sort en librairie dans 15 jours. Donc, dans ce livre, que j'ai lu donc cette nuit, la nuit qui vient de s'écouler, je dois dire que dans l'introduction, Maurice Landder se félicite des analyses de diverses configurations de la radicalisation qui ont été notamment dans le dernier film des frères Dardenne, que vous avez peut-être vu, et qui s'appelle Le Jeune Ahmed. Et dans Le Jeune Ahmed, le jeune qui est donc radicalisé au sens vraiment contemporain du terme, radicalisé par l'islamisme, le jeune Ahmed est un personnage fermé et on a l'impression qu'il est impossible de le sortir de sa folie de radicalisation, comme on ne peut pas sortir quelqu'un facilement de sa folie de racisme. On est finalement dans une configuration parallèle. Et Youssouf, l'imam, qui est un peu son séducteur, son maître séducteur, est lui-même surpris par la détermination de son élève. En tout cas, c'est ce que vous dites. Et au fond, par son goût pour la pureté. Et là, on retrouve quelque chose d'absolument fondamental, qui est l'idéologie de la pureté. Cette idée que pourrait y avoir du pur, et que ces gens, qui au fond sont racistes, croient à l'existence d'une race pure, de la même manière que les radicalisés islamiques croient à l'existence d'une pureté et au fait qu'ils défendent une pureté. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ce jeune est encouragé, dites-vous, à vénérer un cousin martyr, un mort, à révéler son goût pour la pureté, et qu'au fond, s'il y a des problématiques plurielles de la radicalisation, des problématiques plurielles du radicalisme, on retrouve toujours cette question, avec le grand mérite de Fethi Benslama, puisque vous préfacez ce livre, le grand mérite, c'est finalement de s'intéresser à la question de la psychologie de ces gens qui sont radicalisés. De la même manière qu'on peut s'intéresser à la psychologie de ces gens qui s'emparent de ces discours qu'on a entendus à l'instant et qui sont des discours racistes. Alors peut-être ça serait intéressant que tu nous dises, Fethi, comment tu articules cette psychologie, cette analyse de la psychologie et au fond l'analyse sociologique qui existe de ces radicalisés. Je voudrais d'abord dire quelque chose sur ce qu'a dit Maurice Hollander sur sans histoire. On pourrait, quand on dit sans histoire, ça veut dire déterminé dès l'origine. Et un des points communs de tous les discours qu'on a entendus, du début jusqu'à la fin, chez Buffon, chez les théories sur la criminalité, etc., tous affirment la détermination dès l'origine, dès l'enfance, dès le début. Et c'est ça la notion de nature, elle est prise dans ce sens-là, c'est que déterminé, ça ne peut pas bouger. Et je crois qu'il n'y a pas de discours radical, plus radical que le discours déterministe. Dès le début, il y a par exemple un jeune, dit radicalisé, ce mot il faudrait vraiment le déconstruire et en parler beaucoup, qui, sa mère lui dit, mais au téléphone, mais tu vas mourir, mais fais attention à toi. Il était parti en Syrie pour faire le djihad. Et il lui dit, mais dès ma naissance, ma mort était décidée. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il va pousser le déterminisme
où la mort vient avant la vie elle-même. C'est extraordinaire. Maintenant, sur la question de la pureté, elle est, je crois, la chose fondamentale, essentielle. Pourquoi? Parce que, et tous ces jeunes qui sont dans la radicalisation, et pas que les jeunes seulement d'ailleurs, ils fondent leur passage vers le djihad, vers une sorte de conversion, un néo-islam, un devenir musulman, un nouveau musulman, celui que j'ai appelé le sur-musulman. C'est-à-dire il doit devenir plus musulman que le musulman qu'il était, que son père a été, etc. Eh bien, c'est la question de la pureté. Elle est absolument fondamentale dans toutes ces idéologies. La pureté de quoi? La pureté de l'autre. C'est-à-dire de l'autre qui est à l'intérieur de soi et qu'on doit éradiquer, qu'on doit sortir. Et plus le mélange est là, et plus la folie de la pureté apparaît comme une solution pour sortir de ce mélange. Et pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours de l'émotion derrière les idées de pureté. Les idées de pureté, c'est pas seulement l'idée de la pureté, c'est une pureté qui est dans le corps. C'est pour vous donner une représentation extrêmement violente, c'est alien. C'est-à-dire j'ai quelque chose à l'intérieur de moi, de mon groupe, qui me dévore de l'intérieur et que je dois arracher, que je dois sortir de moi. Quand Hitler parle du juif en nous, il dit c'est du corps. C'est un corps qu'il faut extraire. Et pourquoi il dit ça? Parce que là, on arrive à ne plus pouvoir distinguer qui est l'autre et qui est soi. Et que donc, c'est l'autre aspect qui est le plus terrible, c'est que plus on se ressemble, plus, pour certains, ça devient fou. Qu'il faut donc faire la différence, qu'il faut extraire l'autre de soi-même et donc se purifier de ça. Et donc le mot de pureté est un mot et aussi c'est une émotion. C'est une émotion au sens où l'autre est à l'intérieur de moi, qui me dévore, qui me salit, et que je dois donc l'extraire de moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans toutes les grandes idéologies de l'identité. Parce que le racisme est une des grandes quand même idéologies de ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité, c'est-à-dire la question qui est le même, le différent. Parce qu'on a deux bouts au fond. On est menacé par deux extrémités, où la haine du différent, de celui qui est différent, de moi, parce que c'est le barbare, c'est celui qui vraiment ne peut pas mériter le même titre d'humain comme moi, mais aussi celui qui est le même, qui devient le même que moi, et c'est insupportable qu'il devienne le même que moi, et donc je dois, à ce moment-là, créer de la différence, créer de la ségrégation, pour pouvoir avoir le sentiment que j'existe moi-même. Donc on a deux extrémités, au fond, auxquelles on a affaire, qui sont les extrémités sur lesquelles joue ce qu'on appelle le racisme, ou, pour moi, c'est à peu près le nouveau mot du siècle, du dernier, de la deuxième moitié. Le mot identité, vous savez, ne désignait pas à ce qu'on désigne aujourd'hui. C'est une notion qui appartenait à la logique. Tout simplement, quand on dit identité, ça veut dire A et A. Et aujourd'hui... A est identique à A. Est identique et A à A. Et aujourd'hui, vous voyez ce qu'on fait avec ce mot d'identité qui correspond à peu près à ce qu'on a pu faire à un certain moment avec le mot de race et de racisme. C'est vrai que la question que Spire a posée à Fethi Benslama, très importante sur la pureté, c'est dans le livre de Fethi Benslama, Le sur-musulman, vous avez des pages très très importantes sur cette affaire de pureté. D'une manière encore plus générale, la pureté, on se souvient de la purification ethnique. À propos du destin, simplement, mon livre qui en effet en français s'appelle « Race sans histoire », pour rappeler que quand on veut désigner une population en disant qu'elle ne pourra jamais changer, on la prive d'histoire.
comme un président de la République en France a fait un célèbre discours à Dakar dont vous vous souvenez, mais ce même livre, Race sans histoire... Non, mais tu peux le rappeler plus. Il s'agissait de Nicolas Sarkozy, par exemple, l'Afrique n'a pas d'histoire. Voilà. Tout le monde ne se souvient pas. Donc... Et je vous dirais, j'ai fait plusieurs séminaires et même émissions, je me souviens à France Inter là-dessus, où je saluais la démocratie française. Vous allez sur le site de la présidence de la République, de l'Élysée, et vous trouvez la totalité du discours. Donc on peut travailler, il ne faut pas citer mémoire, etc. Et donc mon bouquin Race sans histoire, à propos de ce qui a été dit pour le destin, s'appelle en italien Race et destin, razza e destino. Et la notion de destin nous ramène à une chose importante peut-être pour votre spectacle, Boursier. J'essaye de faire dans les idées générales ce que je fais. Oui. Un demi-mot pour dire qu'au fond, le moment, je ne parle pas des textes de l'Antiquité, mais le gros du spectacle commence à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans les cultures occidentales? On passe, vous savez, chaque société, nous aussi, c'est normal, on est là, on veut savoir quels sont les critères de la vérité. Au nom de quoi quelque chose est vrai? Vous le savez, pour aller très vite, pendant longtemps, la vérité, c'était une vérité au nom de Dieu. Au nom du roi, de la reine, moins souvent, mais la vérité au nom de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du XVIIIe siècle? C'est qu'on va passer d'une vérité au nom de Dieu à une vérité au nom de la science. La science qui aura un porte-drapeau qui sera la nature. Vous allez expliquer, il y avait les vérités au nom de Dieu qui a créé l'univers, et puis on va expliquer la création de l'univers au nom de la science. Et qu'est-ce qui se passe avec les mots destin? C'est qu'on passe du destin comme Dieu à l'instinct comme nature. Le voyage du destin à l'instinct est du même ordre que le voyage de Dieu à la science. Et si vous permettez, d'ailleurs, pour aller dans votre sens, nous, quand on a construit le spectacle avec un certain nombre de personnes qui ont supervisé le travail, l'intérêt est effectivement justement de montrer comment, à un moment donné, avec Darwin, on va rentrer dans cette période scientiste où, justement, il va y avoir une légitimation par la science de théories racistes. Et c'est la boîte de Pandore que Galton et Spencer, par exemple, vont ouvrir, c'est-à-dire pouvoir faire une sorte d'analogie, de comparatisme, et c'est ce que vous dénoncez d'ailleurs très bien dans votre livre, Race sans histoire aussi, c'est-à-dire une sorte d'analogie entre les lois de la théorie de la sélection, les lois qui s'appliquent à la nature, et la société humaine. Et à partir de là, la boîte de Pandore est ouverte en disant, voilà, on peut très très bien appliquer toutes les lois de la nature à la société humaine. Et c'est comme ça que effectivement, il y a un virage qui se prend aussi avec cette période. En même temps, ne faisons pas d'amalgame, encore faut-il dire que Galton est une dérive de Darwin. Hein, c'est pas Darwin. Oui, non mais, bien sûr, non mais, que les choses soient claires, Darwin c'est une chose. Oui, c'est pour ça qu'on a... Darwin est une chose, l'utilisation de Darwin par Galton... Il faut se méfier de ses cousins. Oui, voilà, l'utilisation de Darwin par Galton en est une autre. C'est pour ça on s'est permis, par la voix de Jean-Claude Dreyfus qui fait Charles Darwin, de reprendre ce passage de Darwin qui met en garde en disant attention à l'interprétation qu'on va faire de mes théories. C'est-à-dire justement, c'était pour justement sortir Darwin de cela, pour dire attention, il met en garde, et c'est Galton, Spencer et les autres qui vont effectivement mettre les pieds en plein dedans. Non, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ces déterminismes, ces théories déterministes, existent aujourd'hui même. Et que le discours, une grande partie du discours de la science est déterministe aujourd'hui. Par exemple, tout ce qui est sur le génétique est un discours déterministe. Quand vous voyez, par exemple, ce qu'on fait avec la prévention, l'idée de prévention, par exemple, pour des enfants, on essaie de détecter dès dès l'école maternelle, comment certains enfants sont perturbés, ce qui annonce leur devenir de délinquants, ça, c'est le discours déterministe. Là, aujourd'hui, par exemple, le président de la République fait une initiative très intéressante, les 1000 jours pour tout enfant. On doit, en effet, s'occuper, pour les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, s'occuper de lui. Mais vous allez voir, il va apparaître des prédictions, soi-disant scientifiques, sur le devenir de certains enfants. Et qu'il va falloir, en effet, classer, commencer à lutter, traiter des enfants qui sont supposés qui vont aller mal.
là, le racisme, il est là. Il est dans cette idée déterministe trimballée par certaines théories scientifiques, que les grands scientifiques démontrent qu'elle ne tient pas la route, y compris dans les jeunes, mais elle est prégnante. Elle est prégnante dans les théories comportementalistes, dans les neurosciences, dans le cerveau qui serait déjà vraiment déterminé. Alors que, bon, vraiment, les gens très sérieux montrent que nous avons là vraiment un dispositif matériel qui peut recevoir beaucoup de choses très très différentes. Ce discours déterministe est très présent parmi nous et adopté aujourd'hui par des grands biologistes, des grands, et qui le diffusent, qui est vulgarisé et qui est utilisé, soi-disant pour la prévention, mais qui revient à créer de la détermination dès l'enfance. L'histoire du bulletin de naissance, elle est toujours active aujourd'hui. Antoine, si tu me permets juste un exemple, pour aller dans votre sens, je vais prendre un mot qui est un petit peu barbare, moi je crois que c'est le paradoxe factoriel. C'est un mot barbare, mais je vais vous l'expliquer, parce que nous, artistes, en tout cas de théâtre, on est obligés de travailler sur le langage, de travailler sur l'interprétation, c'est-à-dire de prêter notre intérieur à des gens, ce qui n'est pas simple pour quand on prête son intérieur à des gens comme vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est toujours intéressant de prêter son intérieur à des gens comme ça, parce qu'on rentre dans un univers bizarre sur les pulsions de mort, les pulsions de vie, qu'il faut savoir gérer. Le paradoxe factoriel, c'est si je vous dis « je ne dis que des mensonges », débrouillez-vous avec ça. Ce qui a révolutionné, si vous voulez, les mathématiques. C'est-à-dire, si je dis que des mensonges, c'est que si je dis des mensonges, si je dis que des mensonges, c'est pas vrai. Si je vous dis la vérité, c'est que je ne peux pas dire cette phrase. Cette phrase, elle a créé ce que Gödel a fait, la loi de l'incomplétude dans la science, c'est-à-dire montrer que les mathématiques, il peut y avoir une démonstration vraie, mais indémontrable. C'est-à-dire, elle introduit justement à un endroit l'impossibilité, à un moment donné, de tout déterminer. C'est-à-dire que c'est indémontrable. Ce que je viens de vous dire est indémontrable. C'est pas juste un jeu de... C'est ça. C'est pas juste un jeu de langage, hein. C'est-à-dire que c'est indémontrable. Cette phrase, elle a servi justement à Gödel pour construire cela et montrer que les mathématiques, elles peuvent être vraies dans leur énoncé, mais pas forcément démontrable à un moment donné. Et là, ça introduit effectivement un flottement. Et ce flottement, je pense que Cyrulnik, par exemple, dans ses livres, le montre très bien sur les résiliences, les possibilités de pouvoir effectivement à un moment donné introduire des éléments qui vont contrecarrer toutes les règles de déterminisme, par exemple. Alors justement, dans le livre de Fethi Benslama, enfin qu'il a coordonné, qu'il a dirigé, il y a 2 textes de Fethi Benslama qui expliquent ce qu'est l'histoire de la lutte contre le processus de radicalisation. Alors il faut que je t'apprenne, Fethi, que nous avons à la LICRA fait un virage en nous intéressant à la formation et à la réflexion sur ce processus de la radicalisation et de la déradicalisation. Grâce à Jacqueline Costalascu, qui est dans la salle, et à Patrick Kahn, qui ont travaillé dans les préfectures, je vais vous donner la parole, je vais donner la parole à Jacqueline, et qui ont au fond joué un rôle très important parce qu'ils ont travaillé donc dans des préfectures avec un certain nombre de gens qui s'intéressaient au processus de déradicalisation. Et comme toi, Fethi, c'est exactement le même langage. Ils disent, très vite on a cru que ça y est, on y était, et on a eu des gens qui nous disaient bah, la déradicalisation c'est ceci. Or c'était beaucoup plus compliqué que ça nous était, qu'on le croyait. Et comme dans ton livre, exactement comme tu l'as fait dans ce livre, ils disent, voilà, le processus de déradicalisation, ça suppose de déconstruire ce qu'est l'idée de radicalité. Et à ce moment-là, tu écris comment le déconstruire. D'abord, il faut prendre en compte, je croyais lire du Jacqueline Costalascu dans le texte quand j'ai lu son texte. Violence et diagnostic, d'une certaine façon, violence et dangerosité, il faut prendre en compte la dangerosité, difficulté de traitement, c'est très difficile de traiter la question, un dispositif de prise en charge indispensable, et dans la durée, voilà ce que nous dit Fethi, et en même temps, prendre en compte ce spectre. Alors, il y a un mot qu'il utilise que tu n'utilises pas, Jacqueline, il dit le spectre islamoïde. Hein, j'avais jamais vu ce mot-là, islamoïde, enfin pourquoi pas. Il y a un spectre islamoïde, écrit-il, c'est ce qu'est dit Fethi Benslama, et il dit c'est une manifestation d'une fureur insurrectionnelle
fureur insurrectionnelle qui peut être une fureur contre la société que chacun d'entre nous peut avoir contre tel ou tel domaine de la société et qui se fixe sur cette question religieuse et qui prend la forme du religieux. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Oui, c'est ça, manifestation. Mais les deux mots sont là, manifestation et fureur. C'est pour ça que j'ai trouvé que votre travail allait dans le même sens. Et il explique qu'au fond, dans le djihadisme, il y a à la fois le culte de la bombe humaine, il y a en même temps l'immolation par le feu, et il y a en même temps, alors un mot que je ne connaissais pas, la pratique du harag, et tu vas expliquer ça, Féti, la pratique du harag ou du brûleur. Et que tout ça, c'est des pratiques qui ont pour objectif, justement, d'incarner la pureté. Juste un mot sur cette notion de radicalisation, son origine. Elle apparaît, et aujourd'hui, partout, dans toutes les langues, on parle de radicalisation. 15 ans, 20 ans en arrière, ce mot n'existait pas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à partir des attentats 2001 aux États-Unis, en septembre, donc, que ce mot commence à s'imposer. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas, que quand on étudiait les groupes terroristes, c'était déjà trop tard. Et donc qu'il fallait prévenir le terrorisme. Encore une fois, c'est une question vraiment encore qui fait jouer sur le déterminisme. On va aller plus en avant pour pouvoir voir ceux qui allaient devenir des terroristes. Donc le mot de radicalisation, en fait, signifie l'identification, le processus par lequel quelqu'un va devenir terroriste. Moyennant quoi, quand on fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé des dizaines de milliers, des centaines de milliers de radicalisés, donc de potentiellement terroristes. Ce qui a rendu fou les services de sécurité dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé en France. À un moment donné, on avait 30 000 radicalisés. Or, nous savons aujourd'hui que 95% de ceux qui deviennent terroristes, ce ne sont pas les radicalisés, comme on dit, ce sont des gens qui ont été déjà violents avant. C'est-à-dire que ceux qui ont commis des actes violents, ceux qui vont devenir commettre des actes terroristes, ont été déjà violents, délinquants pour la plupart du temps, et ils adoptent l'argument, la justification religieuse, dans ce cas-là, pour finalement continuer à être des délinquants, à être criminels, en ayant Dieu avec eux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très très important, parce que, en fait, ce à quoi il faut prêter attention, c'est pas seulement le discours, mais c'est la capacité de violence de quelqu'un. Et c'est ça qui est important. Donc, parmi eux, il y a les délinquants, mais il y a des gens aussi qui souffrent de troubles psychiques très importants. Celui qui a commis le massacre de ses collègues à la préfecture de Paris est probablement quelqu'un qui souffre de troubles psychiques très importants. On a parlé d'hallucinations avant, mais ils sont très peu nombreux, hein, très peu nombreux. Ce sont des gens qui vont commencer d'abord à chercher dans la religion, s'accrocher pour pouvoir sortir de l'état de souffrance psychique dans laquelle ils sont. Ils n'y arrivent pas. Et à ce moment-là, alors c'est quoi? Et ça, c'est la chose importante, c'est le suicide. Beaucoup de ces gens qui vraiment vont commettre des actes, ils vont détruire les autres et ils se détruire eux-mêmes. C'est au bout. C'est ça un des enjeux les plus importants, c'est comment faire de sa mort un moyen de se rehausser. C'est la purification par la destruction de l'autre et l'autodestruction de soi. Et vous trouvez ça chez... c'est là où on peut voir qu'il s'agit, par exemple, de jeunes dangereux, quand ils ont cette idée du suicide, de la purification par la destruction de l'autre et de soi-même. Donc on peut arriver à discerner, au lieu d'avoir des centaines de milliers de radicalisés, on peut limiter justement notre, attention. Et c'est ce que fait d'ailleurs la police quand elle travaille d'une manière intelligente. Ils ne croient pas du tout à ces... Ça, c'est ce que je vous dis, c'est dans le texte d'un grand commissaire qui s'appelle Guéraud. Vous l'avez lu, vous avez vu ce qu'il dit. Il dit c'est une erreur
d'avoir diffusé cette idée de la radicalisation, c'est-à-dire de la généraliser de cette façon-là, alors que nous savons que ceux qui commettent les actes meurtriers sont une petite minorité qui a été déjà violente. Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des gens qui produisent des idées, mais produisent des idées qui justifient l'assassinat, la destruction de l'autre, mais c'est pas nécessairement eux qui vont le faire, mais c'est d'autres qui vont le faire, qui vont utiliser ces idées pour continuer à être fétiches. Ces autres qui vont le faire ne sont pas forcément des malades. Si on dit psychiquement malade, on est en train d'étiqueter ces gens en disant que on trouve ainsi une explication monosémique. Absolument. Or, il n'y a pas d'explication monosémique, elle est forcément polysémique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs origines, et bien sûr, on peut toujours dire qu'il y a un déséquilibre psychique, mais ce déséquilibre psychique, c'est une partie de la question. La vraie question étant, et tu le dis très bien d'ailleurs dans ton texte, tu dis que dans ton texte, il y a toute une série de facteurs, et quand tu prends cette série de facteurs, la question de la maladie psychique n'est pas essentielle. Absolument. Tu dis par exemple, ils manquent d'estime d'eux-mêmes. J'ai trouvé ça, c'est fondamental. Ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Ils ont le sentiment de ne rien valoir. Eux, élus par Dieu, sont considérés comme des déchets. C'est insupportable. Oui, élus comme une merde. Voilà. Moi, j'ai vu des jeunes qui, après, se sont radicalisés, qui disent, moi, je suis une merde. Et il a déjà fait 3 ou 4 tentatives de suicide, jusqu'au jour où il va rencontrer quelqu'un qui va lui dire « Mais non, mais tu es le sel de l'humanité, tu es au plus haut, tu peux être au plus haut. » Et à ce moment-là, il fait ce saut, il va passer de plus bas au plus haut, du déchet à la surestimation de soi-même. Non, ceux qui souffrent de troubles mentaux sont une minorité qui passe à l'acte, parce que les malades mentaux, c'est des gens, au contraire, sont très souvent victimes eux-mêmes des violences, mais certains d'entre eux, eh bien oui, celui de la préfecture, c'est sûr, vous allez voir, quand ça va, on aura les éléments très sérieux, on verra que c'est quelqu'un qui souffre de troubles mentaux depuis très longtemps. Celui qui a commis l'acte de Nice, c'est un type qui était cinglé. Il faisait des choses mais dingues chez lui, qui sont connues maintenant, il a déjà consulté, etc. Ce que je veux dire, il ne faut pas généraliser ça, parce que c'est une minorité. En revanche, ceux qui commettent les actes violents dans le terrorisme ont déjà commis des actes violents en tant que délinquants. Et ça, ou criminels. Autrement dit, ce n'est pas tout le monde qui est capable de tuer en se justifiant par des idéologies. Et ça, c'est quelque chose qui, si aujourd'hui on part de nouveau, comme le président de la République, il a fait un appel, qui est, à mon avis, très dangereux. On est parti de nouveau pour faire de la délation, de faire attention aux enfants, dans les lycées, c'est très dangereux. Attends, on va te donner un micro. On peut donner un micro à Jacqueline? Non, attends, on t'entend pas, ça sert absolument à rien. Merci Guillaume. Ah bon. Oui, un petit sourire. L'altérité, vous l'acceptez? Là, les vieux copains? Bon. Bon, je vais intervenir avec mon altérité, là. Non, c'est très difficile d'intervenir comme ça. Le côté multifactoriel d'un phénomène complexe, évolutif, et qui dépend d'une géopolitique, on ne peut pas les résumer à quelques troubles individuels, en effet. Les troubles individuels peuvent favoriser. Et il y a quelque chose que l'on sait, c'est qu'il y a plusieurs cercles de la radicalisation. Le noyau dur, alors ça c'est en effet, le noyau dur est très petit, de ceux qui vont passer à un acte jusqu'au martyr, et qui vont pousser la purification, chez les femmes aussi, qui vont retrouver leur dignité de femme en se faisant exploser, et comme ça elles pourront aller au paradis, enfin. Mais ce petit noyau dur, il ne peut vivre qu'avec un second cercle, et qui est un cercle qui est poreux avec le premier, qui est le cercle que j'appelle celui des pourvoyeurs, celui
qui n'ont pas du tout envie de se faire sauter, pas du tout envie de devenir martyrs, mais qui donnent l'argent, les cash, l'arme, la drogue, qui permettent d'aller sur le darknet, parce que beaucoup se passe maintenant sur Internet. Et le troisième cercle, c'est le cercle de tous ceux qui sont, disons, vulnérables, qui sont fragiles, qui se posent des questions, c'est-à-dire notamment toute une flopée de nos adolescents que l'on n'a pas entendus, à qui on n'offre pas la parole, pas de lieu pour exister, qui ont un problème d'humiliation fondamentale, de reconnaissance, etc. Ces cercles sont un peu poreux, mais le noyau dur, en effet, est petit. Mais dans le noyau dur, il n'y a pas que des délinquants. Il y a des gens qui sont là dans une stratégie mondiale intelligente, très bien faite. Et comme je travaille sur les sites et sur Internet, franchement, c'est des sources qui rejoignent, et c'est tous les deux, vous l'avez dit, les archétypes. C'est sur des pensées tout à fait archétypales et des mythes. La lumière, la puissance, la création. Quelqu'un, je cite là, toi qui n'as pas été reconnu, toi qui as été humilié, je te tends la main. Je sais ce que tu vaux. Je sais qui tu es, etc. C'est plus rapide qu'une psychanalyse. C'est même le contraire. Oui, mais c'est parfois plus efficace. Bon, tout ça pour dire que comme on est sur un phénomène extrêmement évolutif, qui va être très plastique par rapport aux évolutions de tout ce qui est géopolitique, mais aussi de la société à l'intérieur, on est dans une analyse fine, et par exemple, y compris ceux qui travaillent sur le renseignement, vont dire il n'y a pas un indice, il y a des faisceaux d'indices. Aucune personne seule n'a le droit et la liberté de poser un diagnostic de radicalisation. Il faut avoir plusieurs points de vue. Il faut se donner la possibilité d'analyser ce que vous avez dit, et justement, par exemple, sur cette façon de caractériser des populations en les privant de leur histoire, en leur assignant une identité. Bon, tout ça, ça veut dire que ça ne pourra pas aboutir à la délation style les années 40. Donc, on est très conscient des choses, on a mis en place plein d'outils, et on sait qu'on n'aura pas une solution, ni même des solutions, mais une prise de conscience collective de quelque chose qui est une responsabilité, une citoyenneté. Je me tais, Antoine, mais j'aurais beaucoup de choses à dire. Notamment, je peux poser une question à M. Hollander. Je me souviens des discussions que nous avons eues sur le mot race. Et à ce moment-là, on discutait notamment avec Pierre-André Taguieff. Le mot race est-il de trop? On avait l'impression, il y a combien maintenant, 25 ans, 30 ans, quelque chose comme ça, ouais. Pourquoi on n'a pas réussi à transmettre nos débats? J'ose pas la monopoliser par la réponse. Je vais vous répondre en historien, pas en sociologue ou en anthropologue. Ce qui me frappe et me terrifie, et vous dire ça ici aujourd'hui à la LICRA n'est un cadeau ni pour vous ni pour moi, c'est que moi j'ai des dossiers, y compris dans mon livre, 150 ans de textes, depuis 1850 et 60. Les plus grands maîtres à penser, c'était pas quelques illuminés qui déconstruisent la notion de race et qui n'ont jamais été entendus. Je vous donne un exemple grossier. Quand je dis grossier, c'est-à-dire énorme. Le fondateur de la linguistique moderne, avant Saussure, mais Saussure pensait la même chose, qui s'appelait Monsieur Bopp, B-O-2-P, 1814-1816, la grammaire comparée. Lorsqu'il fait la préface à sa grammaire comparée dans les années 1850, il dit « Je demande qu'on n'utilise pas la formule indo-germain, qui ne veut rien dire. » On est en 1850.
Dumézil, peu importe qu'il était, redira la même chose un siècle après. Aujourd'hui encore, une des meilleures revues scientifiques allemandes, mais aussi aux Pays-Bas, s'appelle Indogermanische Forschungen. S'il m'avait demandé un article, je l'aurais probablement publié ou pas, j'en sais rien. Il y a j'ai fait certains séminaires à l'école des hautes études, c'est l'époque Jacqueline Costa-Lascaux où on se voyait, où j'ai fait des séminaires entiers sur, vous savez quoi? Le patinage. Oui, c'est quoi patiner? On n'avance pas, etc. La petite chose que je voulais dire avant votre intervention, donc je reviens aussi à ce que disait, et ce que Fethi a beaucoup posé comme question, Fethi Benslama, et vous-même maintenant, le passage à l'acte. Au fond, la clé, c'est pourquoi. Et j'aimerais dire en moins de 60 secondes un mot à ce propos pour aussi mettre comme une sorte de berceau à cet après-midi organisé par la LICRA, à la fois avec un artiste et un spectacle d'art, et avec ce que serait face à l'art, et les deux choses se complètent tout à fait, et ces pôles qui seraient le travail sur le savoir. Côté art, si j'ai choisi d'ouvrir le volume avec l'accord de Fethi Benslama par des inédits, il y a quelques pages inédites des frères Dardenne, c'est parce que, non seulement à cause du jeune Ahmed, leur dernier film, mais parce que toute leur œuvre pose la question de comment et à quel moment et pourquoi quelqu'un passe à l'acte ou pas. Et quand vous posez la question à Luc Dardenne, parce que les artistes que j'adore sont des gens pragmatiques, c'est ça qui est magnifique. Ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans l'adéquation, ce qui est beaucoup plus important, aurait dit Spinoza. Vous savez ce qu'il répond, Dardenne? Il répond magnifiquement, mais c'est pour ça qu'on fait toujours des films avec des enfants, parce que là, ça peut encore basculer. Quand un gosse, il a 12 ans, 15 ans, vous pouvez, en effet, le passage à l'acte, jusqu'à la dernière minute, le film, parce que c'est du cinéma, il vous tient quand même en haleine, vous dites, il passera pas à l'acte et tout. Finalement, il peut ne pas passer à l'acte aussi, d'une manière, je dirais, presque construite par l'artiste, parce que c'est un enfant. Après, ce serait à toi, Fethi, et à vous, à répondre qu'est-ce qui se passe après. Mais cela pour rappeler que sur des sujets comme les nôtres, et c'est la raison pour laquelle votre spectacle est fondamental, il faut sans cesse faire appel, bien sûr, au savoir pour déconstruire la légitimité des choses, fausse légitimité, mais il faut faire appel aux artistes. Il faut faire appel aux artistes, y compris d'ailleurs, regardez toute la musique américaine qui a existé à propos de la race. Les films, un des films, j'avais noté là, mais je ne veux pas allonger, des films américains, un discours sur le sang. Vous vous souvenez, le fils du pendu, lorsque, à la fin du film, il dit « Le sang ?» Vous dites qu'il a le sang d'un criminel par rapport à Lombroso, et la réponse est « Mais le sang, ça n'existe pas le sang d'un criminel. » Il dit deux phrases. Le sang, il est rouge. Le sang ne décide pas de la vie d'une existence. Et là, on est au cinéma. Donc la réponse à vous, pourquoi 30 ans après, 40 ans après, ça fait 150 ans que des gens, et non des moindres, écrivent et pensent pour dire que la race conduit à l'extermination plus encore qu'à la guerre. Et aujourd'hui... Maurice, j'ai posé une question de responsabilité. Juste une... La LICRA s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui à l'université, et c'est pas extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui à l'université. Nous avons une responsabilité aujourd'hui par rapport au développement de certaines théories, y compris chez des intellectuels. On voit réapparaître de l'identitarisme, etc. Je travaille, moi, avec des comédiens depuis plusieurs années, sur aussi des supports audiovisuels faits par des jeunes game designers de moins de 25 ans qui ont étudié les sites de propagande. Bon. Simplement, j'en ai assez. Moi, j'ai été menacée de mort trop souvent. C'est pour ça que je refuse les émissions de télé, etc. On a une responsabilité. Ici, dans la salle, il y a des gens qui s'intéressent à la responsabilité que nous avons les uns et les autres. La LICRA est une des rares associations, la seule association, qui a travaillé sur le racisme, sur l'antisémitisme, qui travaille aussi sur l'homophobie, sur les discriminations, et qui pose la question de nos responsabilités par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. François Racheline. Je voudrais revenir sur une idée qui a été développée, importante, de la légitimation du mal. Et je voudrais exposer une idée qui est difficile à admettre,
que j'ai mis très longtemps à admettre et qui vient de la Bible. Dans le Lévitique, il y a un verset, je ne me souviens plus exactement du numéro, qui dit la chose suivante: j'ai mis devant toi ou en toi. L'hébreu peut donner les deux traductions. J'ai mis devant toi ou en toi le bien et le mal, la mort et la vie, et tu choisiras la vie. C'est pas du naturalisme. Ça a été repris en partie par Goethe, dans Faust. Tout à l'heure, François Boursier, incidemment, a dit la pulsion de mort et la pulsion de vie, donc ça c'est la référence à Freud. Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me suis longtemps demandé ce que ça voulait dire. Ça veut dire que chaque être humain a conscience en soi de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est difficile à admettre ça. Moi j'ai longtemps pensé que je ne pouvais que penser le bien et qu'il y avait des gens qui étaient mauvais qui pensaient le mal. Mais je me suis arrivé à l'idée que, en moi comme en tous les autres êtres humains, il y a cette conscience. Si je m'aventure sur le chemin du mal, ce que je vais commencer à faire, c'est à justifier, à légitimer. Chaque fois que vous avez des crimes abominables, ils sont effectivement justifiés. Permettez-moi de, sans prendre trop de temps, de prendre 2 ou 3 exemples. Hitler, c'est évident, c'est parce que les Juifs sont responsables de tout qu'il faut les éliminer. Voilà une justification au nom du bien de l'Allemagne et du bien de l'humanité. Et je me souviens d'un documentaire dans lequel il y avait un SS nazi en Pologne. On lui montre une carte d'identité qui est la sienne. Il la regarde, il dit mais c'est un faux. Alors on lui montre ensuite une image de lui sur le près de Treblinka. Il dit voilà, ça c'est bien vous, n'est-ce pas? Et il regarde et dit c'est un grossier montage. Et on demande à Yehudi Menuhin, qui regardait cette émission, on lui dit mais qu'est-ce que vous en pensez? Et Menuhin dit, et je dois dire que c'est ça qui a commencé à me faire bouger dans la tête, Menuhin dit à ce moment-là, c'est un immense message d'espoir. Cet homme ne peut pas accepter le mal qu'il a fait. C'est impossible pour lui. Donc, évidemment, après, on cherche à le justifier, à le légitimer, et tout votre spectacle, de Platon jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, j'ai découvert des choses qui m'ont sidéré sur la Suède, jusqu'en 1976, tout votre spectacle, c'est la systématisation de la justification, c'est-à-dire en fait, de la manière dont on justifie le mal. Car c'est la justification du mal. Donc ce que vous avez dit est formidable, c'est juste un petit élément qui vient le renforcer, si j'ose dire. Et pour ne pas justifier le mal, sans doute faut-il profiter de la reconnaissance. Parce que sur la question du mal là, que tu viens d'aborder, il y a quelqu'un qui a exactement eu le même langage et qui s'est intéressé au même texte du Lévitique, c'est Axel Honneth. Axel Honneth est un philosophe de l'école de Francfort, donc qui a travaillé sur la reconnaissance. Et dans ton texte, Féti, tu cites Axel Honneth, et je trouve ça très intéressant, parce que Axel Honneth, qui s'intéresse au processus de reconnaissance, on a tous besoin de reconnaissance. Hein. Chacun d'entre nous ici, il a besoin d'être reconnu. Il a besoin qu'on reconnaisse qu'il existe. Et tu expliques dans ton texte que ces gens qui sont radicalisés, faut dire radicalisés entre guillemets, ils ont comme nous besoin d'être reconnus, de reconnaissance. Et cette reconnaissance aidera, dit Axel Honneth, à faire le partage entre le bien et le mal. Et si tu les reconnais, dit Axel Honneth, ils sauront ce qu'est le bien. Alors tu vois, ça va peut-être plus loin, parce que tu dis qu'on sait tous ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Oui, mais Axel Honneth dit, s'il y a reconnaissance, on saura ce qu'est le bien et le mal. Il y a juste, Rachel, dans ce que vous avez dit qui est fondamental, bon, c'est vrai qu'il y a à la fois, quand même, toute l'œuvre cinématographique des Dardenne et de bien d'autres qui pose cette question. Les Dardenne, comme vous savez, sont des grands lecteurs de Lévinas. Enfin, les affaires du Lévitique, en effet, je vois de quoi il s'agit. Au principe de cela, il y a l'être humain est, enfin, ce qui est implicite et explicite là, que l'être humain serait libre de choix. Il dit, tu as en toi le bien, la voie du mal, à toi de jouer. Juste une petite... Oui, d'abord, j'allais dire, moi, en tant qu'enseignant et
et président de la commission éducation, je dois saluer le magnifique travail, alors j'aime pas dire pédagogique, parce que quand on est dans le culturel, culture et pédagogie font pas forcément bon ménage, au moins dans la tête de certains, même si pour certains la pédagogie est un art. Je trouve que vous avez magnifiquement mis en relation le document et l'acteur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, parce que nos élèves, même ceux des quartiers les plus difficiles, ont une expérience du sensible. Ils sont peut-être plus écorchés que d'autres. Et ça, je pense que ça doit bien fonctionner. Je ne l'ai pas vu et je rêve de le voir dans un collège difficile de la banlieue de Marseille, celle que j'ai connue. Pour en revenir aux frères Dardenne, pour en revenir au film Le Jeune Ahmed. Le Jeune Ahmed, il doit nous poser une question. Et je rejoins Jacqueline quand elle dit, elle nous interroge parce que le jeune Ahmed, c'est une victime. Et le jeune Ahmed, il est dans un système où, aujourd'hui, la responsabilité de la société, du politique, du policier, et quelque part, comment on peut, le jeune Ahmed, il peut se passer demain matin dans le 93, il peut se passer à Lille, il peut se passer n'importe où. Et de là où je témoigne, il me semble que ce film devrait nous interpeller nos politiques sur aujourd'hui comment les enfants, le jeune Ahmed, c'est pas, excusez-moi Maurice, c'est plus un enfant, c'est devenu l'objet d'un système qui détruit l'enfant. Voilà. C'était juste pour vous remercier déjà, et puis pour transmettre une expérience. Deux expériences. Moi j'ai travaillé pas mal, j'étais artiste à résidence dans le 9-3, donc j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes. Et il est évident que lorsque vous commencez à travailler avec eux sur leur capacité qu'ils ont, qu'ils ne savent pas, artistique, d'imaginaire, d'ouverture à l'art qu'ils peuvent avoir en eux, vous modifiez intégralement, de toute façon, leur vision des choses. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez leur permettre de les redresser. C'est-à-dire de leur donner une verticalité. Il est évident, et ça moi je confirme tout ce qui a été dit, que beaucoup de jeunes sont effondrés, c'est-à-dire qu'ils sont dans un constat d'échec complet, et qu'à partir du moment où vous commencez à leur faire toucher du doigt un certain nombre de choses, à leur dire, vous voyez, tu vois, tu as la capacité imaginaire de Mozart, de ce que tu veux, des plus grands créateurs, on l'a tous en nous, ils sont étonnés de pouvoir sortir un certain nombre de choses par l'art. Donc il est évident que l'art, là, peut jouer un rôle fondamental. Et une toute petite expérience sur Race, juste une anecdote, lorsque je jouais ce spectacle à Avignon, au Festival d'Avignon, il y a une équipe amateur de jeunes qui sont venus avec un de leurs copains qui était au Front National, inscrit au Front National. Et ils l'ont emmené voir ce spectacle. Et pour la petite histoire, à l'époque, j'avais les petits triangles rouges que les Belges m'avaient remis, puisque effectivement c'était Ralphon qui avait sorti ça à l'époque, et qui était effectivement, les Belges ont repris ça dans les territoires de la mémoire. Et donc, ce garçon, à la fin du spectacle, a acheté à peu près 15 petites pins et les a offerts à tous ses copains, et c'est des inscrits du Front National. Voilà. Donc, ce qui veut dire que peut-être que la catharsis, parce que c'est une catharsis, ce que vous disiez tout à l'heure, l'émotion, la sensation, le ressenti, ne passe pas forcément par l'intellect ni le mental, mais passe par le corps. Et qu'à partir de là, le corps, lui, imprime quelque chose. Et chez ces jeunes-là, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se produit, mais ils vont ressentir ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, ils ne vont peut-être pas l'analyser tout de suite, mais ils vont le mettre à profit plus tard. C'est pour ça que je pense qu'on a un rôle important à jouer. C'est pour ça que j'essaie de le jouer à mon humble niveau, mais de continuer à le jouer partout. Bon, merci à tous les trois. Oui, j'ai vu la présidente de la section du Havre, mais franchement, on n'a plus le temps, parce qu'on doit maintenant, attendez, il y a deux choses qu'on doit faire. On doit assister à la signature d'une convention entre la LICRA et la DILCRA, représentée par son directeur. Et donc ils vont venir ici expliquer de quelle nature est cette convention. Mais avant qu'ils ne viennent le faire, je voudrais seulement rappeler les livres de nos invités qui pourront signer leurs livres dans la salle. Je voudrais vous inviter, je sais que beaucoup d'entre vous n'achètent pas beaucoup de livres, ne lisent pas beaucoup de livres parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais franchement, non, c'est vrai, le temps est précieux, donc voilà.
Mais là, franchement, ça vaut le coup. Je voudrais insister et sur le livre d'Hollander, qui s'appelle Race sans histoire, et sur le livre Un fantôme dans la bibliothèque, et puis cette aventure des langues, parce que je crois que c'est 3 livres vraiment originaux. Et en ce qui concerne Fethi Benslama, vous avez ces livres qui sont ici aussi, la psychanalyse à l'épreuve de l'islam, donc tout ce qui tourne autour d'un furieux désir de sacrifice, et le livre est ici, le djihadisme des femmes, et puis ce livre donc, qui vient de paraître, moi je vous assure, je l'ai lu cette nuit, j'ai pas arrêté. C'est un gros livre, hein, et ben franchement, j'arrivais pas à me coucher. Et ça s'appelle État de radicalisation, et ce sera formidable pour Jacqueline et pour Patrick Kahn, parce que c'est un livre vraiment remarquable, à plusieurs voix, sur les processus de radicalisation et sur les risques d'étiquetage et sur les risques de passer à côté de quelque chose de fondamental dans le processus psychologique de ceux qui, au fond, vont à ce qu'il y a de pire. Alors, Juste, Antoine Spire, pourrez-vous préciser en plus, ce qui est formidable avec le gros livre là, de Fethi Benslama, c'est qu'on ne doit pas tout lire. Je vais vous dire pourquoi. Chaque chapitre est écrit par un autre auteur. Moi, j'adore les livres collectifs. On regarde le sommaire, on lit 3 ou 4 textes. C'est mieux qu'un gros livre. Juste pour nous démoraliser un peu plus. Et aussi par rapport à ce que Jacqueline Costadas vous disait, et par rapport à votre spectacle où il était beaucoup question d'eugénisme. J'ai découvert il y a très peu de temps un livre de Paul-André Rosenthal, R-O-S-E-N-T-A-L, sans H, qui s'appelle Destin de l'eugénisme, qui raconte l'histoire d'une cité, c'est presque un rêve de paradis, une cité-jardin résidentielle, des couples choisis, des contrats de procréation, écoutez bien, au pied du Parlement européen à Strasbourg, avec les soutiens et les deniers des pouvoirs publics. En France, quand ça, entre 1920 et le milieu des années 1980, cela avec l'argent public, le livre de Rosenthal est entièrement construit sur des archives d'État. C'est hélas pas un roman. Donc voilà, ça par rapport à la Suède et à tout le reste, quand vous me dites comment ça se fait qu'en 30 ans on n'y est pas arrivé, c'est une réponse. J'ai bien compris, mais vous vous souvenez de l'appel à la vigilance qui a été aussi rapidement fait qu'oublié, avec notre ami commun, Spire et à moi, et à bien d'autres, Jean-Pierre Vernant.